Ariane, bonjour. Bonjour, bonjour et merci d'être notre invitée. Il y a un peu plus d'un an, alors que selon la théorie officielle, une chauve-souris aurait déféqué sur un pangolin, le SARS-CoV-2 serait apparu sur notre planète pour envahir peu à peu la totalité de nos libertés fondamentales. Désormais, le pass sanitaire a été annoncé très récemment comme la baguette magique. Et face à cela, alors que nous avons assisté à un grand nombre d'effondrements économiques, sociaux, parfois psychologiques, je vois qu'il y a une réelle guerre qui a été annoncée d'ailleurs par le président de notre République lors de l'entrée dans la crise et je la vois comme une guerre contre les peuples. Elle est ressentie comme telle pour la plupart. Et ceci est surtout dû à la violation de nos libertés fondamentales. Et si nous t'invitons ce soir, c'est parce que tu as une spécialisation dans l'analyse de l'art du pouvoir et de la manipulation. Est-ce que tu pourrais déjà nous faire part de ton parcours, de ce qui t'a mené à décrypter cette actualité dont les enjeux sont vraiment multiples? Tout d'abord, merci de m'accueillir. Alors j'ai, été plongée, je dirais, dès, toute petite, dans, cette question de l'abus de pouvoir. Hem, je dirais à la fois sur un plan familial, dans une famille dysfonctionnelle, qui a aussi, vécu, différents types, d'abus de pouvoir. Et puis également, puisque j'ai grandi, en banlieue parisienne, dans une cité de Saint-Denis où nous étions un peu hors zone, en fait, un peu dans des environnements sociaux, on va dire, exclus du système. Il y avait beaucoup d'immigration tragique. Et donc, j'ai très tôt été confrontée à cette question euh, de qu'est-ce qui se passe pour l'être humain, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de souffrance en fait. Et D'accord. après adolescente, je me suis intéressée très rapidement à en fait la philosophie morale et politique. Heu, je n'étais pas une enfant et une adolescente très, fêtarde, c'est venu après. J'étais plutôt, très responsable et très concernée, et je mettais même un point d'honneur en fait à essayer de comprendre. Donc j'étais rarement dans, ce qui intéressait, les autres adolescents. Et donc très tôt, j'ai lu Hannah Arendt, j'ai lu, Hegel. D'abord, j'ai commencé en philosophie morale et politique pour comprendre, essayer de comprendre ce qui se passait. Je dirais en plein milieu, de trafic de drogue dans lequel, j'étais. Je me souviens que quand alors ma mère avait des grandes ambitions pour moi, qui donc mes parents étaient marxistes et étaient, dans heu, un idéal de venir enseigner au milieu de la cité, donc à l'époque des francs-moisins, pour, venir apporter, on va dire, une éducation, au peuple, c'est-à-dire la capacité pour le peuple d'avoir les outils de la résistance. Voilà. Et c'était à l'époque assez chouette, c'est-à-dire que ça a, beaucoup évolué en mal, c'est-à-dire que les communautés vivaient tout ensemble, les religions vivaient tout ensemble, et j'ai aussi connu cette mixité en fait, culturelle, extrêmement importante, qui a été, fondatrice pour moi. C'est très fécond. Heu et je me suis très féconde, oui, oui, oui. Et puis, par exemple, mon père était un instituteur à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il allait voir les parents chez eux en leur disant, les parents immigrés qui parlaient pas forcément bien français, en disant: «C'est important que votre enfant y travaille», et cetera. Enfin, il y avait vraiment quelque chose, de l'ancien monde, on va dire ça comme ça. Et puis donc, ensuite, heu, quand j'ai passé, donc ma mère avait de grandes ambitions, j'ai donc passé, Normal Sup. Donc j'étais au lycée Condorcet, j'ai passé Normal Sup dans des conditions, heu inimaginables, puisqu'on était en plein, trafic de drogue, là où j'étais. Et donc je devais enjamber des corps le matin, qui étaient complètement shootés, pour essayer d'aller passer mes oraux à Normal Sup. C'était surréaliste et personne ne pouvait absolument comprendre ma situation dans les univers. Je naviguais très tôt dans des univers absolument totalement hétérogènes.
C'est-à-dire cet univers de Seine-Saint-Denis pauvre, culturel. J'étais en quatrième par les grandes ambitions de ma mère, j'étais au lycée Carnot, car c'était vraiment la bourgeoisie riche. C'était vraiment et j'ai souvent été dans des univers comme ça extrêmement hétérogènes qui ne se fréquentent pas du tout et qui ont des conceptions du monde extrêmement différentes. Alors ça m'a énormément façonnée parce que j'ai dû essayer de comprendre la façon de voir de ces univers et, et en même temps, ce que j'y ai vu, c'est que finalement, on va dire chez les riches, il y a beaucoup moins de vitalité, de vie intime que chez les pauvres. Et ça, il y a beaucoup moins de bonheur, quelque part. Et ça m'a quelque chose qui m'a énormément marqué. Voilà, et donc après, j'ai continué en philosophie morale politique à essayer de comprendre cette histoire de l'abus de pouvoir, parce que par contre, je voyais les mêmes phénomènes. Et ensuite, je suis passée en psychologie. Donc j'ai intégré en lettres classiques, Normal Sup, et puis je suis passée après en double cursus philosophie morale politique et psychologie parce que j'avais besoin de comprendre dans l'expérience qu'est-ce qui se passe, quoi. Dans l'expérience, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que la folie, les confins de la folie, etc. Et ça me. Voilà. Donc, Et puis ensuite, décrivez oui, pardon, un univers d'abus de pouvoir. Je te laisse continuer donc sur ton parcours et ce qui m'intéresse précisément, c'est de quelle façon tu as été amené à ressentir, puis à analyser avec les outils de la philosophie ces impasses de la folie que tu viens de décrire et de la manipulation grâce à la philosophie. Et en effet, que tu relis à l'absence de vivant chez les riches. Donc, tu parles peut-être déjà de violence symbolique. Tu as pu déjà décrypter ça rapidement, c'est ce que tu disais. ouais, il y a vraiment plusieurs choses. Il y a une violence sociale, elle existe, et il est très curieux aujourd'hui qu'elle soit reliée à la violence économique et sociale, qu'elle soit reliée euh, finalement, c'est même plus une hypothèse centrale alors qu'elle l'est. C'est-à-dire la violence des riches contre les pauvres, elle existe et elle s'enracine dans la confiscation des privilèges par les riches, mais également dans leur terreur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et dans leur peut-être leur terreur au fond de devenir pauvre, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc en philosophie morale et politique, moi, ce qui m'intéressait, c'était évidemment la question totalitaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, et on n'était pas épargné dans l'histoire de Saint-Denis, puisque à Saint-Denis, on avait eu la figure d'Oriot, par exemple, qui était passé d'extrême gauche à l'extrême droite, et il y avait Intéressant, ouais. dans l'histoire de la vie de Saint-Denis, il y avait aussi des choses comme ça, et c'était, on était sur les résidus de l'ancien parti communiste. Enfin, il y avait pas mal de choses aussi intéressantes à analyser. Euh, et puis après, en psychologie, donc en philosophie, je me suis intéressée ensuite à la question de qu'est-ce qui se passe dans le collectif hein, qui devient fou. Et, euh, et donc, j'ai fait un travail de DEA, à l'époque c'était DEA, sur la maladie de civilisation chez Nietzsche. Donc finalement, qu'est-ce qui fait qu'une civilisation devient malade? Et ensuite, en psychologie, j'ai fait mon doctorat sur la psychose. Donc, je suis allée en psychiatrie, ça me paraissait très important et ça me paraît de toute façon très important quand on veut prétendre à intervenir sur le psychisme humain, d'en connaître vraiment les contours absolus, c'est-à-dire la folie étant des limites absolues hein, auxquelles on se confronte. Donc, j'ai été en psychiatrie, je travaille en psychiatrie, je fais ma thèse sur la psychose, et puis après, comme je n'ai jamais réussi à me cantonner à une discipline, et pour moi, ça a toujours été très dur, c'est-à-dire que même en classe, comme je m'ennuyais très très fort en classe depuis toute petite, j'étais toujours en train de faire 10 000 choses en même temps, donc je ne perturbais pas la classe, mais disons que je faisais le bouquin, enfin, j'ai toujours eu besoin d'être dans une polyspécialité, de ne pas renoncer en fait à j'avais pas envie et je ne pouvais pas en fait me laisser catégoriser ni dans une spécialité ni dans une discipline. Donc dans la psychologie, ce que la psychologie m'offrait, c'était tout un champ des possibles en fait, c'était magnifique.
Et puis, donc, en fin de thèse, j'ai commencé à mettre les pieds dans l'entreprise. Et à partir de la psychopathologie, c'est quoi la psychopathologie? C'est quels sont les processus psychiques à l'œuvre, tant au niveau individuel, c'est-à-dire comment on explique un processus de folie, comment ça se passe dans la tête de la personne, qu'est-ce qui se passe en fait? Et pas seulement un relevé de symptômes et des médicaments en face, hein, comme aujourd'hui, c'est ce qui est prôné. La psychopathologie est vraiment relayée au placard, alors que c'était, à mon avis, vraiment quelque chose de passionnant, ne serait-ce que dans l'ancienne psychiatrie ou voilà, dans la psychanalyse. Et puis, voilà, je mis le pied dans l'entreprise. Et là, j'y ai trouvé encore plus de psychopathologie que dans psychiatrie. Donc là, ça a commencé à vraiment m'intéresser, c'est-à-dire, je me suis dit, tiens, délire bien, quoi. Et puis, en fait, donc j'étais évidemment, hein, sur des entreprises qui étaient très dysfonctionnelles. Et ça m'a assez passionnée parce que donc j'ai construit des audits et très jeune, d'ailleurs j'étais à Marseille. Et j'ai monté ma société à Marseille. On m'a dit, mais tu ne réussiras jamais, quoi. Tu ne réussiras jamais. Marseille, c'est vraiment, c'est très mal vu de Paris. Il est sûr que toutes les entreprises qui décident sont à Paris, etc. Mais en fait, non, j'ai fait mon petit bout de chemin. Je n'ai jamais fonctionné par des promotions commerciales, mais simplement par le travail que je faisais et puis le bouche à oreille. Et, et donc, j'étais sur une analyse, une posture, on va dire, externe, essentiellement d'analyse, d'audit ou d'enquête, quand il y avait des gros dysfonctionnements en termes de souffrance de travail et de harcèlement. Et donc, je dirais que ce qui m'intéressait, c'était d'apporter cette touche de la psychopathologie, c'est-à-dire comment ça se passe. S'il y a un harcèlement, on ne peut pas simplement se cantonner à dire qu'il y a un harceleur et un harcelé. Il y a un groupe déjà qui autorise implicitement ce harcèlement. Il y a une entreprise qui implicitement autorise ces conduites parce que sinon elles n'auraient pas lieu. Et donc ça m'a amené à travailler sur la question de l'autorité en parallèle, c'est-à-dire qu'en fait la question de l'abus de pouvoir, c'est un pouvoir qui se corrompt et qui se passe de la question de l'autorité. Et donc là, j'ai commencé à reprendre des travaux de philosophie. Encore une fois, je suis retombée sur la fabuleuse Hannah Arendt. Et finalement, j'en ai construit une théorie selon laquelle, effectivement, le harcèlement, qui est un processus qui euh, est relié à une pathologie, c'est-à-dire est relié essentiellement à la psychose paranoïaque, qui, parce qu'elle se sent persécutée, harcèle. Donc là, j'ai fait pas mal de travaux là-dessus. Et puis, elle est reliée bien évidemment à la perversion, qui vient déconstruire et déstructurer tous les liens et permettre le champ libre à la psychose paranoïaque de régner. Mais ce qui m'a intéressée, donc là j'ai visité énormément d'entreprises, c'est-à-dire j'ai visité des pays, j'ai visité des entreprises de plein de secteurs, donc dans des métiers extrêmement différents. J'ai visité des tailles d'entreprises extrêmement différentes, des moments d'entreprises extrêmement différents, c'est-à-dire même des entreprises que j'ai pu suivre à un début où ça allait très bien, finalement, bon, vous avez des petits problèmes, des petits dysfonctionnements, et puis au bout d'un moment, ça bascule dans la folie, et on voit les gens basculer, c'est-à-dire basculer dans quelque chose où on se dit, moi, on ne reconnaît plus, qu'est-ce qui se passe? Et tout ça m'a amené à penser qu'il y avait deux questions fondamentales en psychologie qui, curieusement, étaient très peu travaillées. La première question, c'était la contagion délirante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a, premièrement, un délire. C'est quoi un délire? C'est la création d'une nouvelle réalité dans le psychisme qui ne correspond pas à la réalité. Et c'est un narratif dont la paranoïa appelle ça une folie résonante, c'est-à-dire que ça a l'apparence de la raison. Mmh. Donc, on s'y prend, on n'est plus dedans, et ça explique les adhésions au totalitarisme. Donc, ma grande question, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se laisse entraîner dans une contagion délirante? Donc, on peut prendre un exemple, le mécanisme sectaire, c'est-à-dire des gens très très bien vous disent, mais c'est pas possible, ils ont tous les outils intellectuels, etc. Comment ça se fait qu'ils adhèrent à ça? Et finalement, ils y adhèrent, ils rentrent dans la secte. Et après, évidemment, la deuxième question corollaire, c'est comment on en sort? Comment on sort de la contagion délirante
qui est fondée essentiellement sur le déni. Donc, comment on sort sur le déni? Qu'est-ce que c'est le déni? C'est l'impossibilité de se représenter euh, la violence d'une situation. Quelque chose, en tout cas, qui nous fait trop violence et on ne peut pas se le représenter. Donc, Si je c'est autre comprends, chose à la base. l'autoritarisme qui n'est pas faire autorité, qui n'engage pas de dialogue. Un autoritarisme peut peut-être assimilé à une dictature, mais on y viendra, ou peut-être encore plus qu'une dictature, peut-être tu pourras nous l'expliquer, heu, est imposé et toi tu assimiles ce mode de gouvernance ou d'être ensemble qui peut se vivre à l'échelle, des petites communautés, à l'échelle d'une entreprise ou à une échelle, bien plus vaste, heu, à une folie. Tu parles d'impasse de la folie et tu commences aussi à nous faire pressentir qu'il y a un mécanisme de communication qui induit une contagion délirante. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est par propagande? Tu avais l'air de parler de vraisemblance du vrai, mais qui ne serait pas le vrai. Comment ça fonctionne finalement, cette fameuse propagation du délire qu'on ne voit pas venir en fait? Alors, c'est compliqué, mais on va essayer de simplifier un tout petit peu. D'abord, il faut un groupe. Bon, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut un groupe. Hein. Donc, il faut des personnes dans un groupe. Et puis, à un moment donné, il y a la question, qu'est-ce qui fait lien dans un groupe? Ce qui fait lien dans un groupe peut être assez structuré, fondé sur des interdits fondamentaux. Ça, c'est très important. Dans la structuration psychique de l'enfant, et c'est la raison d'être de l'éducation, c'est de conduire en dehors d'un état pulsionnel, c'est-à-dire je fais ce que je veux tout de suite maintenant, et finalement l'autre n'existe pas. Et cette éducation, elle doit avoir de l'autorité. Hein, pour pouvoir contrer ce champ pulsionnel, euh, j'ai aussi, je ne l'ai pas précisé, mais en tout cas dans ma formation professionnelle, j'ai une spécialisation d'abord en enfant, et en particulier dans l'enfance maltraitée. Et donc la question, c'est comment nous, adultes, allons-nous aider l'enfant à mettre des remparts par rapport à ce qui le déborde. Et ça prend des années. Et à un moment donné, ces remparts vont avoir une première construction, on va dire fragile, hein, mais qui s'organise autour du complexe d'Oedipe, qui n'a donc absolument rien à voir avec ce qui en est médiatisé du petit garçon qui veut coucher avec sa mère. C'est absolument le contraire. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu un très grand psychanalyste qui s'appelle Racamier, qui a bien théorisé tout ça, c'est-à-dire qu'avant le passage dans le complexe d'Oedipe, on est dans un champ qu'on appelle l'incestuel, c'est-à-dire la confusion. Et finalement, la confusion, pour l'enfant, c'est une confusion sur sa propre identité, c'est une confusion qui fait que l'altérité pour l'instant n'est pas complètement acquise, et tout ça va être faire l'objet d'une grande pédagogie et d'un grand apprentissage pour l'enfant, d'apprentissage assez long. Tu soulignes Et pas que l'incestuel n'est pas l'incestueux et qu'on est vraiment dans des repères qui sont symboliques et structurants. D'accéder. l'incestuel, ça se passe dans le psychisme, Mhm. et l'incestueux, ça se passe dans l'acte. Mhm. Mais il faut bien un contexte incestuel pour que l'incestueux puisse advenir. Hein, donc, voilà. Tu parles de Mais on peut rester dans un incestuel sans passer. Voilà, ouais. voilà. Quand on dit on reste dans le champ de l'incestuel, c'est quoi? C'est-à-dire que dans le psychisme, moi je parle au niveau psychique, hein, c'est-à-dire dans le psychisme, il y a à un moment donné la nécessité d'accepter l'existence du réel. Qu'est-ce que c'est le réel? C'est étymologiquement la chose contre laquelle on se cogne. D'accord. C'est-à-dire, je mange plein de bonbons, chose contre laquelle je me cogne, je suis malade. Voilà, ça c'est le réel. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui est inscrit et qui est inscrit dans le corps et qui est inscrit aussi autour de soi. C'est-à-dire, je veux voler le jouet de mon petit copain qui est là et le petit copain me mord parce qu'il n'est pas content. Ça c'est le réel. C'est-à-dire, à un moment donné, je ne peux pas faire ou je tire la queue du chien, parce que c'est rigolo un chien ou un chat, ça bouge tout le temps et tout ça, mais pour l'instant, dans la prime enfance, c'est pas encore euh, intériorisé, ce n'est pas encore acquis que le chien ou le chat peut avoir une sensibilité aux émotions. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle partielle.
Mmh. Et donc, on va tirer. Mais à un moment donné, le chien n'est pas content, il va m'obéir dessus. Ça, c'est le réel. C'est l'épreuve du réel. Donc, autre épreuve du réel, toujours à la place d'un enfant, hein, je veux me construire une petite maison pour avoir ma petite maison à moi. Mais sauf que ça va me demander de la connaissance, ça va me demander d'être aidé, ça va me demander du temps. C'est-à-dire entre ce que j'ai dans la tête et la réalisation, il y a tout un monde. Voilà. Et donc, l'objectif de l'éducation, c'est d'aider l'enfant à devenir un adulte, c'est-à-dire, petit à petit, hein, évidemment, et c'est un long processus, c'est-à-dire intégrer des limites, intégrer la gestion de la frustration, intégrer le sens de l'effort, le sens de la discipline. Et tout ça, aujourd'hui, est sacrifié sur l'autel des pervers qui sont uniquement dans la séduction de l'enfance. Euh, euh, c'est-à-dire une question de on va donner à l'enfant ce qu'il veut, on va lui demander son avis sur tout, on va, etc. Ou on va le séduire au travers de la publicité, etc. Alors, c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire que bien sûr que la question du développement de l'imaginaire et du jeu est très important pour l'enfant, mais ça doit être équilibré avec l'acquisition de la contrainte. Et c'est cette acquisition de la contrainte qui va faire qu'on va arriver à vivre en société. Donc tout ça, c'est la question de l'autorité. Et l'autorité, elle doit être bienveillante, mais elle a une fonction essentiellement au départ de séparation. C'est-à-dire, c'est parce qu'on sépare les choses, c'est parce qu'on va faire justement des différences qu'on va sortir de la confusion initiale. La confusion initiale que nous avons tous vécue, c'est d'être on va dire Albert Sicone, il appelle ça Sa Majesté le bébé, hein, c'est-à-dire je suis pris en charge. Je suis pris en charge sur tous les plans de mon existence, mais petit à petit, je vais être moins prise en charge. Dans une gestion qu'on va essayer d'être douce et progressive, mais petit à petit, bien sûr, il va falloir que j'enlève des couches. Donc, ça va demander des efforts. Petit à petit, il faut que j'apprenne à marcher. Ça va demander des efforts. Petit à petit, il va falloir que j'acquière le langage et que j'acquière la capacité à demander, etc., etc. Et puis, le parent va s'adapter par rapport à ça, par rapport à l'évolution de son enfant. Et tout ça, c'est des formes de renoncement à cette toute-puissance initiale, c'est-à-dire qui est en fait une totale impuissance, hein, d'être complètement prise en charge, mais qui donne une illusion de toute-puissance. Et quelque part, l'humanité, elle a toujours le risque d'avoir l'illusion du confort de régresser à cet endroit de la prise en charge totale. Et c'est ce que lui propose le totalitarisme. Je prends tout en charge, ne vous inquiétez pas. Et oui, et c'est Et pervers parce que ça aurait pu être vécu, cette épreuve du réel dont tu dis qu'en effet, elle est mise en place soit par le parent, soit par l'État, comme bon parent, soit par l'État mondialisé, comme une nécessité de sortir du pulsionnel, donc de se frustrer. Et là, il y a eu extrêmement, finalement, ça pourrait apparaître pernicieusement tout ce qui a été mis en place pour cette fameuse guerre contre le virus, justement, d'une certaine accession à une responsabilisation du citoyen. Finalement, on n'a pas été là-dedans. Pourquoi tu vois ça comme pervers et pernicieux? Est-ce que c'était tout j'ai pas totalitaire que ça? C'est ce qui est pernicieux. Ça a été vendu finalement comme quelque chose au départ d'extrêmement structurant puisqu'on était en guerre contre le virus. Comment pernicieusement on a pu vendre finalement aux populations par glissement, peut-être sémantique, par propagande, une guerre qui finalement devient totalitaire, mais qui n'en avait pas le visage pour ceux qui n'étaient pas à même de les coder. C'est très pernicieux ce qui s'est passé. Ouais, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est très pernicieux. Je pense il y a il y a énormément de choses. Il y a déjà un problème de paradigme, c'est-à-dire que il y a un problème de vérité, il y a un problème de paradigme, il y a un problème de respect justement du libre arbitre, il y a un problème de respect du contrat social. Donc, je ne sais pas par quel bout on commence, mais peut-être j'ai envie de dire que donc dans cette prime enfance, il y a le champ, à un moment donné, avant l'accès à l'altérité, il y a effectivement le champ
de la psychose paranoïaque. Donc ça, c'est quand même important parce que la psychose paranoïaque, elle est en guerre. Et elle est en guerre contre absolument tout le monde. Euh, il me paraît totalement fou au sens propre d'être en guerre contre un virus. Enfin, nous Et sommes constitués de virus. c'est un non-sens scientifique, ouais. Mm. Départ, C'est hein. une fausse absolue. C'est-à-dire que la question, même l'ambition d'éradiquer un virus me paraît démesurée, déséquilibrée, et surtout d'éradiquer à n'importe quel prix. Donc ça, c'est important aussi, c'est que dans la folie paranoïaque, il y a la désubjectivation totale de l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'existe pas en tant que sujet. C'est une toute petite différence avec la perversion parce que dans la perversion, il existe en tant que sujet partiel, c'est-à-dire un sujet que je vais prendre comme objet de jouissance, donc il a quand même un petit peu de souffrance, il a quelque chose qui va voilà, pour le pervers, être objet de jouissance. Dans la paranoïa, non. Dans la paranoïa, qui est la folie totalitaire, il n'y a pas de sujet. Il n'y a que des bébés collés. Et donc, on va prendre des décisions pour les bébés. Moi, j'aime bien dire, ils sont restés dans l'utérus, on ne les laisse pas sortir de l'utérus. Ces bébés collés, ils n'ont pas le droit d'être différents parce que ça va être vécu de façon persécutrice, en fait, quelque chose de très, un vécu de persécution très important. Cette différence qui se manifeste aujourd'hui dans l'impossibilité d'avoir une liberté d'expression, on est tout de suite amalgamé, on est tout de suite ennemi, en fait, hein, de la seule parole dominante à laquelle nous sommes priés de croire, quels qu'en soient ses défauts de rationalité. Et la paranoïa, c'est la pathologie qui évacue le doute. C'est pour ça qu'on parle de certitude délirante. Et je crois important. Et c'est Vincent Pavant qui me rappelait ça. Et par exemple, avait évacué Descartes. C'était vraiment Descartes, c'était pas possible. Parce que c'est le doute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on est dans la bonne analyse? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas un intérêt à introduire du doute? Et c'est là qu'on voit aussi la problématique. Donc le fait de partir en guerre avec des discours de guerre, de toute façon, il y a aussi autre chose. J'ai commencé à analyser ce qu'on appelle la novlangue, c'est-à-dire la langue totalitaire. La langue totalitaire, elle a besoin d'éradiquer l'ancien pour construire un nouveau langage dans lequel on va essayer de faire rentrer les nouvelles représentations de la nouvelle réalité délirante. Et la question des néologismes, dès que vous voyez arriver des néologismes qui sont des mots nouveaux, qui n'appartiennent pas à notre patrimoine, parce que notre patrimoine, il est constitué de notre histoire, il y a l'histoire de la langue. Et quand nous apprenons une langue, nous apprenons son histoire. En fait, malgré nous, nous sommes pris dans un champ de transmission, qui est aussi la fonction de l'autorité. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a eu des anciens que nous devons faire à la fois œuvre de récupération du savoir et de transmission pour pouvoir transmettre également à nos descendants, et en même temps faire œuvre d'innovation, mais une innovation totale en éradiquant les racines, ça c'est le projet paranoïaque. Et c'est le projet Jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc dans la nouvelle langue, il y a des néologismes, il y a des nouvelles expressions. Là j'en ai récupéré environ une cinquantaine. Quand on sait que le vocabulaire, quand quelqu'un a un vocabulaire très limité aujourd'hui en France, il a 400 ou 500 mots à disposition, 50, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup pour changer le champ des représentations, justement, du réel partagé. Et il y a aussi la question des paradoxes dans la langue. Et ça, c'est très utilisé dans le langage totalitaire, c'est-à-dire qu'il y a deux mouvements dans le langage totalitaire. Il y a un premier mouvement, et ça marche toujours ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une alliance toujours très efficace entre la perversion et la paranoïa. C'est-à-dire que la perversion va s'occuper de déstructurer la langue. C'est-à-dire quoi? Elle va déstructurer les liens, casser les liens dans la langue. Donc, par exemple, une des façons de casser les liens, c'est d'introduire des expressions paradoxales qui ne veulent rien dire. Une autre, voilà, ou de changer, modifier le sens des mots
sans parler même des néologismes, pour leur faire dire autre chose. Et il y a un glissement, etc., etc. De ce fait, les représentations mentales s'enferment Le, le- dans Celui qui interroge sur la possibilité d'un complot serait le complotiste. Qu'est-ce que ce serait un exemple de langage paradoxal qu'on aurait pu subir sans même s'en rendre compte? Pour ce qui est de la falsification des données, nul besoin de citer l'étude du Lancet ou alors les prédictions délirantes de Ferguson qui étaient totalement fausses. Donc ça, les discours paradoxaux, il y en a eu un paquet, en fait, entre des décisions qui ensuite sont invalidées et on sens inverse et après on reprend d'autres décisions. Ça fait partie du champ paradoxal, hein, c'est-à-dire de la sidération de la pensée parce que finalement, on ne comprend plus à quoi on a affaire. On n'arrive plus à établir une rationalité. Et j'ai relevé essentiellement trois champs lexicaux. C'est important parce que le champ de la guerre et de la persécution, dans lequel on va retrouver des termes comme le couvre-feu, qui sont les termes du champ de la guerre. Donc, ça nous met dans quoi et dans quel type de caractéristiques. On va retrouver un champ pseudo-sanitaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des termes techniques qui arrivent qu'on ne maîtrise pas et même qui sont des sortes de nouveaux termes, en fait, les cas contacts, les cas positifs, les malades asymptomatiques, voilà, c'est des choses. Malade asymptomatique peut faire partie d'un registre paradoxal, parce que quand on est malade, on est censé avoir des symptômes, en tout cas dans un bon sens commun. Ensuite, un troisième champ qui est arrivé, c'est le champ des nouvelles technologies numériques. C'est-à-dire que maintenant, il y a dans notre acquisition de langage des termes comme présentiel, distanciel, etc., qui nous créent encore une fois un nouveau rapport à la réalité. Et c'est là qu'il y a, en tout cas, dans la contagion délirante, ce n'est pas le seul outil et ça n'a pas la seule explication. Mais la question du langage est très importante parce que à partir du moment où on accepte des termes, et c'est très curieux, et Victor Klemperer, qui avait fait un travail sur la langue du Troisième Reich, avait noté ça également, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une sorte on abdique sur le plan intellectuel, on renonce à sa langue comme patrimoine pour acquérir cette autre langue, et ceci intervient également chez les résistants. C'est-à-dire qu'ils acceptent la langue du pouvoir totalitaire et ils l'intègrent. Le meilleur exemple, c'est ce terme complotiste dont j'ai dit à plusieurs reprises qu'il ne veut absolument rien dire. Parce que dénoncer des complots, la seule question qui importe, c'est de savoir s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Hein. C'est tout, en fait. Donc, on voit bien que le rapport à la vérité n'est plus ce qui structure, et ça fait totalement partie de ce que je disais tout à l'heure sur l'accès au complexe de Deep, va permettre le passage à ce qu'on appelle, dans le sens commun, l'âge de raison. Et l'âge de raison, c'est maintenant le fait que la vérité a un ancrage. Et on va d'ailleurs le voir chez le petit enfant parce qu'il va tester le mensonge. Donc, il y a quelque chose du rapport à la vérité qui s'est effondré. Et les stoïciens disaient, et ça m'intéressait parce qu'au départ, moi, je pensais, et j'ai pensé pendant longtemps, que c'était la langue corrompue qui faisait son œuvre de corruption et ensuite nous entraînait. Donc, c'était la langue qui était la cause. Mais les stoïciens disent l'inverse. Ils disent que c'est parce qu'il y a un effondrement moral, parce que finalement, il y a un renoncement à l'intégrité sur les mots, que c'est possible, c'est rendu possible. Et donc, ils disent que finalement, ce moment de langue, ils ne vont pas le dire totalitaire, parce qu'à l'époque, c'était le terme qui était employé, mais ces moments de civilisation où on voit une corruption du langage, c'est parce que d'abord, les esprits ont été moralement corrompus et se sont laissés corrompre. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà. C'est d'ailleurs, ce philosophe qui s'appelle Giorgio Agamben, qui désormais a été taxé de complotiste et peut-être même interdit de publication, si je me trompe, qui parle d'une gigantesque opération de falsification de la vérité. C'est peut-être pour ça qu'il a d'ailleurs été inquiété. Donc, je comprends bien la propagande que tu nous décryptes et comment pernicieusement, en écrasant la pensée avec des mots étiquettes, on a un petit peu sidéré les esprits.
Je trouve qu'il y a quelque chose de très pernicieux aussi qui s'est passé, qui moi m'a énormément surprise, puisque tu parles aussi de dissociation. Hein. La folie, c'est la dissociation. Euh, c'est la capacité qu'on a mise en place à dissocier pour moi les esprits en les permettant, enfin en les obligeant à s'autoriser eux-mêmes à aller se balader dans un rayon d'1 kilomètre avec une autorisation qui était écrite. Est-ce qu'en tant que psychologue, tu trouves ça inquiétant? Moi, j'ai trouvé ça extrêmement Oui, manipulateur. c'est tout à fait Mm. schizophrène, hein, c'est schizophrène, c'est-à-dire que c'est un rapport schizophrène au monde, hein, de toute façon. Et c'est intéressant parce que la schizophrénie fonctionne sur le mode de la dissociation. Donc, c'est bien schizein, hein, ça veut dire dissocier, ça ne veut pas dire double, ça veut dire dissocier. Et le fait de devoir s'autoriser à soi-même est un rapport effectivement schizophrène au monde. Et c'est d'autant plus intéressant que le psychanalyste Racamier avait bien démontré que finalement la paranoïa euh, rend schizophrène. C'est-à-dire que c'est l'effort pour rendre l'autre fou. Et cette histoire de paradoxe finit par rendre schizophrène. Et au bout d'un moment, il y a aussi des études qui ont été réalisées hein, sur la torture. Et en fait, clairement, n'importe qui, au bout d'un moment, à force de vivre des épreuves traumatiques, peut basculer dans des formes de folie, en particulier schizophrène. Donc oui, C'est c'est parce totalement. qu'on devient fou et non pas parce qu'on est fou qu'on commence à Il y a avoir. une porosité, c'est-à-dire qu'il y a une porosité. euh, la folie, elle n'est pas génétique, c'est-à-dire c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est évolutif aussi selon un environnement. Et c'est ça qui fait la complexité et l'intérêt, à mon avis, de la psychopathologie, c'est de décrire en fait ces environnements qui, à un moment donné, vont nous faire soit progresser sur le plan de deux fonctions principales qui effectivement interviennent à Palodi, sont la symbolisation, la capacité de se mettre en représentation mentale et de pouvoir secondariser les choses dans le langage, ou qui sont dans la sublimation, la capacité à nos pulsions premières. J'ai une pulsion de meurtre, à un moment donné, comment je vais la transformer dans une œuvre, dans quelque chose qui va être même faire intérêt pour la civilisation. Et c'est tout l'enjeu, ce sont des piliers extrêmement fragiles. Et la civilisation, elle est construite sur des piliers extrêmement fragiles. Et si on n'y prend pas garde, effectivement, il est beaucoup plus facile de détruire que de construire, il est beaucoup plus facile de régresser que de progresser. Et donc la question ensuite, c'est dans un environnement qui devient fou, comment on conserve sa santé mentale, tout simplement déjà, sa santé mentale en fait. Il y a autre chose. Tu parlais d'un traumatisme collectif qui est dû aussi évidemment à ces confinements. Hein. Littéralement, Machiavel, dans l'art de la guerre, en parle. Voilà, c'est diviser pour mieux régner. L'homme qui est fondamentalement social s'est retrouvé enfermé chez lui. Donc, c'était sans commune mesure dans l'histoire de l'humanité, hein, d'enfermer la plupart des gens. Comment est vécu le traumatisme collectif? Parce qu'on étudie en psychologie et il faut dire qu'on a échangé à de nombreuses reprises pour la rédaction d'un interview pour Nexus. Et tu as bien partagé cela avec moi. Il fonctionne par répétition, ce traumatisme. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, Une fois qu'on nous a arrêtés, qu'on a sidéré la pensée, qu'on a supprimé ce qui faisait de nous des êtres humains, c'est-à-dire le fait d'être en lien, le fait de respirer, le fait de travailler, le fait de partager du beau, ce qui fait du lien au niveau culturel et humain. Comment, de façon insidieuse, après les êtres humains se sont retrouvés dans une contagion délirante que tu nommais dès le départ, due à une répétition traumatique, mais souvent inconsciente parce qu'elle n'est pas analysée, elle n'est pas connue. Si on n'a pas travaillé dans sa propre histoire, si on n'est pas psychologue, les enjeux ont souvent dépassé la plupart des gens. je renverrai les auditeurs aux articles sur le harcèlement qui sont sur mon site. Et il y en a un en particulier
qui est le harcèlement chef-d'œuvre de la paranoïa. C'est-à-dire que quel est le slogan du pouvoir totalitaire, donc qui fonctionne sur la pathologie paranoïaque, c'est soumettre ou démettre. C'est son slogan. C'est-à-dire que soit vous allez vous soumettre, soit on va vous démettre. Et pour ça, il va y avoir plusieurs méthodes, dont effectivement le diviser pour mieux régner, qui s'appuie sur des stratégies de corruption. Le terme corruption, il vient du terme rompre, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se rompt à l'intérieur de la personne et qui se rompt dans le lien. Ensuite, dans le harcèlement, j'avais détaillé depuis très longtemps, j'avais écrit un article je crois que c'était en 2010, comme ça, de la soumission psychologique au travail. Comment en fait on arrive dans le collectif de travail à obtenir des gens, dans des collectifs pathologiques de travail, à obtenir des gens qui se soumettent. Alors, il y a dans cette technique la question du choc traumatique réitéré. Alors, pour qu'un choc, qu'est-ce que c'est un trauma? Un trauma, c'est ce qui va faire atteinte à votre intégrité et vous donner le sentiment d'être en danger de mort. Que ça soit pour vous ou pour autrui. C'est-à-dire qu'on peut être témoin de quelque chose et que ça soit extrêmement traumatique parce que nous sommes des êtres empathiques. Donc, ce que vit l'autre, on peut, en fait, par effet d'identification, le ressentir pour soi. Donc, ça crée, il faut revenir à l'étymologie du terme harceler. Harceler, la première utilisation, elle a été faite par Denis de Syracuse, c'est sa conception du pouvoir, qui était un tyran. Hein. Sa conception du pouvoir, c'était égaliser un champ avec la herse. Donc, tout le monde au même niveau, ce qui rejoint la Gleichschaltung des nazis, c'est-à-dire égaliser, hein, vraiment, on va mettre tout le monde au même niveau. Ça, c'est un premier point. Mais ensuite, il y a le terme moyenâgeux, harceler, qui en fait est utiliser la herse pour faire des coups de butée de prise d'assaut du château fort. Donc, il faut considérer ces termes-là pour comprendre de quoi ça parle. C'est-à-dire qu'en fait, un harcèlement, c'est un procédé psychique qui vise à obtenir votre soumission. Donc, il va falloir rentrer psychiquement en vous et conduire, comme je l'ai dit, non pas finalement la soumission est un moyen quelque part, c'est surtout vous conduire à l'autodestruction. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, dans le projet harceleur, en tout cas c'est comme ça, il va falloir des outils pour, à coup de répétition, et notamment la répétition des chocs, c'est-à-dire comme si vous étiez, votre psychisme était un peu fort et vous allez éprouver des coups et des coups et des coups, et bien au bout d'un moment, ça va finir par vous blesser. Et ça va vous blesser psychiquement, et ça va créer des failles, et ça peut créer de la dissociation, bien sûr, la dissociation qu'on appelle traumatique, ça peut créer des effets de sidération, et quand ils sont répétés, ils sont aggravés. Les traumatismes sont aggravés par leur répétition, par leur intensité, par le rapport d'autorité, c'est-à-dire celui qui normalement détient l'autorité, c'est celui qui dans l'abus et harceleur, c'est plus grave, et selon votre degré de vulnérabilité. Donc la vulnérabilité, bien évidemment, quand on est un enfant, on est plus vulnérable que quand on est un adulte, et quand on est un adulte, ça dépend des périodes de sa vie, ça dépend de plein de choses, de plein de facteurs qui vont créer une vulnérabilité plus. Et alors à partir du moment des adultes que nous sommes, que nous ayons pu être plus ou moins vulnérables, parce que les enfants, en effet, je parle des miens, ils ont souhaité continuer à aller au collège, donc ils mettent le masque aussi par désir de conformité, ils s'autorisent à respirer. Donc c'est compliqué, ils sont punis pour cela, selon un principe sanitaire qui est complètement discutable, puisqu'on sait que les enfants ne sont pas contaminants. Certes, mais qu'est-ce qui fait que des adultes se soient soumis, en fait, est-ce qu'il y a des personnes qui seraient plus ou moins bien armées pour comprendre la paranoïa et s'y soumettre de leur plein gré ou entrer en désobéissance? tout à fait. Je voulais rajouter un petit truc, c'était que le trauma est d'autant plus efficace qu'il est imprévisible. Oui. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas prévu. Hein. Donc, vous n'avez pas eu les moyens tout simplement de préparer le défense de votre château fort. Et parfois, il était prévisible, mais vous n'avez pas voulu le prévoir. Et alors ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a un phénomène de déni massif qui a toujours existé
sur celui qui détient le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'illusion globale, majoritaire, qui est que celui qui détient le pouvoir ne peut pas être aussi méchant que cela, ne peut pas être aussi cynique que cela, ne peut pas être aussi corrompu que cela. Mmh. Alors que Il tu peut y avoir, as parlé de oui, plutocratie, terme que je ne connais pas, que je ne connaissais pas jusqu'alors quand nous avons préparé l'interview écrite. Tu disais que justement le propre de la gouvernance mondiale, hein, d'ailleurs ce qui a été appelé le nouvel ordre mondial est annoncé depuis au moins une trentaine d'années ouvertement dans un projet qui a été révélé. Pour ceux qui se sont intéressés à la politique, sont pas tombés des nues. Il y aurait donc une élite qui aurait été élue sur en fait des critères de richesse. C'est ce qu'on appelle la plutocratie. Pluto, c'est le dieu de la richesse, c'est ça? oui, en fait, les différentes formes de pouvoir, ça a été conceptualisé il y a très longtemps. Et d'ailleurs, il décrit bien comment les pouvoirs dégénèrent, c'est-à-dire que une démocratie, elle a tendance à dégénérer en ochlocratie, c'est-à-dire en gouvernement de la foule. Parce que le gouvernement du peuple, il nécessite une éducation du peuple, une instruction du peuple. Plus exactement, le terme exact, c'est l'instruction. Et c'est ce que disait Condorcet, c'est-à-dire que pour qu'une démocratie soit valable, il faut que les gens ne soient pas en fait soumis à différents types de discours. Il faut qu'ils soient en capacité d'avoir les outils de l'esprit critique et de l'instruction. À partir du moment où on n'a plus ça, et où sciemment ça a été bien sûr tout à fait mis en œuvre, eh bien, on va tomber dans le gouvernement de la foule. La foule, on va retrouver cette question de la régression évolutionnelle. La foule, elle appelle le totalitarisme. Il faut savoir que le totalitarisme, s'il existe, s'il se met en place, c'est qu'il est souhaité. Mmh. Et il est vu comme la solution au mot, la solution de prise en charge totale, globale. C'est le pacte pervers qui est de céder sa liberté pour avoir de la sécurité. Le contrat social, c'est pas ça. Le contrat social, c'est je cède une grande partie de ma liberté pour acquérir des libertés supérieures. C'est-à-dire que le droit a une fonction de protection. Dans le système totalitaire, le droit a une fonction de persécution. Il a glissé. Et d'ailleurs, on le voit très bien, c'est-à-dire que dans le système totalitaire, et c'est l'apanage de la pathologie paranoïaque, c'est-à-dire la loi, c'est lui. La loi, c'est lui. La loi, c'est pas l'émanation qui fait médiation dans le contrat social pour protéger l'intégrité de l'ensemble des individus. C'est plus tout ça. C'est quelque chose qui est confisqué, qui est détourné. C'est d'ailleurs la Et sécurité globale qu'on a vue à l'œuvre, hein, dans un absolument. procédé total de traçage du citoyen et ce fameux passeport sanitaire dont on parle. Voilà. Et oui, et qui entraîne, et on a écrit un petit texte avec Michel Rosenzweig là-dessus, ça entraîne bien sûr la question de la perte du contrat social, puisqu'on va avoir les bons citoyens et les mauvais citoyens. Et ce clivage aussi est très paranoïaque, c'est-à-dire il y a les bons, les bons et les méchants, et les bons vont être incités à persécuter les méchants. Tout ceci rappelle vraiment des mauvais souvenirs. Euh, alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont mieux armés? Bien sûr, oui, il y a des gens qui sont mieux armés. Euh, D'abord, j'ai envie de dire des gens qui étudient ces mécanismes, parce que le fait d'en avoir une compréhension intellectuelle permet de les repérer. Euh, Dans l'ancien temps, on avait à l'école, et même assez tôt, des enseignements sur la rhétorique, c'est-à-dire la capacité à distinguer le vrai du faux dans les discours. C'est tout l'objet de Socrate contre les sophistes, c'est-à-dire les sophistes, c'est ceux qui peuvent à la fois vous justifier que le juste et l'injuste se valent. Hein. Donc, tout est relatif, le vrai est l'équivalent du faux, etc. Or non, il y a des règles logiques dans le raisonnement, et ces règles logiques doivent absolument être enseignées. À partir du moment où elles ne sont plus enseignées, on peut vous faire avaler toutes les couleuvres du monde, vous vous ferez manipuler. Donc ça, c'est une première chose, c'est capacité de voir dans le raisonnement ou ensuite dans les mécanismes de manipulation émotionnelle, comme on a pu voir, ces manipulations émotionnelles, ces discours qui prônent à l'union mais qui ne font que diviser, etc. etc. Ça, c'est des outils. Et plus on a d'outils, plus on a d'armes, en fait, pour se défendre.
Ensuite, il y a quelque chose d'important que j'ai envie de rappeler. Ce que disait Hannah Arendt, c'est que nous n'avons heureusement pas besoin de comprendre en fait le totalitarisme pour y résister. Bonne nouvelle. Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont les outils de la compréhension, etc. Et tant mieux que voilà, C'est certains. c'est vraiment ce qu'on essaye bien sûr de partager. Mais on en sort moins parce qu'elle dit finalement que c'est simplement la négation absolue de la liberté. Mmh. Une fois qu'on a compris ça, Alors on bien, eh bien, on comprend que ce qui nous constitue en tant qu'être humain, c'est ce rapport à la liberté. Qui n'est pas encore une fois finalement le droit de tout faire, parce que le droit de tout faire n'est pas une liberté, c'est finalement une soumission à ses propres pulsions permanentes, mais c'est un rapport autonome dans le sens de capacité à se mettre ses propres lois et concerté finalement avec l'autre. Donc il y a quand même quelque chose où ça n'est ni, encore une fois, c'est toujours une question d'équilibre et de juste mesure. C'est comme l'autorité, en fait. Hein. L'autorité, ça n'est pas le laxisme, c'est pas l'autoritarisme. C'est vraiment même une différence de nature. Eh bien, c'est pareil pour la liberté. Euh, ça n'est pas une conception complètement libertaire de je fais ce que je veux quand je veux, et ça n'est pas une suppression de la liberté. C'est un entre-deux, mais en fait, on se rend compte que ce savant équilibre, je dirais, entre euh, le désir et la responsabilité, mmh, c'est ce qui finalement est le plus compliqué à obtenir. Et le plus compliqué, c'est toujours un équilibre extrêmement éphémère sur lequel on doit poser notre conscience pour pouvoir justement essayer de le préserver. Et c'est un équilibre en mouvement. C'est pas un équilibre rigidifié, statique. Et dans la paranoïa, il y a cette obsession du contrôle absolu qui doit rester figée. C'est totalement mortifère. Hein. Donc, alors, il n'y a pas que ça. Pour les gens, il y a des gens qui sont mieux armés. Alors là, on pourrait renvoyer aux travaux d'Alice Miller hein, sur pourquoi le nazisme finalement, qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, elle renvoie aux méthodes d'éducation extrêmement violentes à l'intérieur des familles. On pourrait rajouter qu'aujourd'hui, la violence, encore une fois, peut être le laxisme. Hein. C'est une forme de violence envers l'enfant, par un certain nombre de limites. Et comme disait Hegel, l'enfant se sait imparfait. Se sait pas fini, plus exactement. Et donc, le traiter comme complètement fini par rapport à ses apprentissages, comme on peut entendre hein, de façon presque idéologique aujourd'hui, sur, je sais pas moi, ils vont apprendre la lecture tout seuls, etc. C'est en fait ne pas le respecter. Donc, c'est toujours un savant équilibre. J'ai perdu mon film, je vais le retrouver. Sur les personnes, oui, alors, il y a les personnes qui ont déjà vécu, qui ont vécu des, une forme de totalitarisme, par exemple intrafamilial, mais qui ont travaillé dessus, ou dans l'entreprise, sont plus à même de comprendre et de trouver leurs ressources parce que ça a déjà été travaillé. Celles qui sont vraiment très démunies sont celles qui sont dans le déni, en fait. Et le déni, il peut avoir vraiment plusieurs sources. Il peut avoir tout simplement aussi un enracinement familial de déni des propres maltraitances qu'on a pu subir, par exemple, ou d'illusions sur ses propres figures parentales, etc., etc. J'ai une hypothèse qui m'est totalement propre, euh, qui, pour faire reliance avec deux choses que j'ai pu travailler, sur la question de la soumission au totalitarisme, qui est reliée à l'ampleur des transgressions sexuelles infantiles. Je ne suis pas la seule à en avoir parlé. Il faut bien savoir que le premier à en avoir parlé, c'est Freud, et qu'il a relié d'ailleurs à l'existence des maladies mentales, et qui s'est pris une levée de bois vert telle qu'il a fait ensuite une machine arrière, et ça on le voit très bien dans sa correspondance, mais il y a quelque chose là qui se passe. Alors quand je parle de transgression sexuelle infantile, je ne parle pas nécessairement de viol ou d'inceste extrêmement sauvage, mais je parle, qui peuvent exister,
je parle de finalement ces atteintes, effectivement, à l'intégrité sexuelle de l'enfant, dont on a pu être témoin ou victime. Mais les deux, en fait. Alors, ça peut être l'exhibitionniste à la sortie de l'école, ça peut être le parent qui met un film porno et puis l'enfant tombe dessus, ça peut être, ça peut venir par des copains en classe, etc. Et bien sûr, ça peut être des transgressions sexuelles entre cousins, etc. Alors moi, ce que je voulais dire sur ça, qui me paraît très important, c'est qu'un autre psychanalyste en a parlé, c'était Ferenczi, et il a dit, vu l'ampleur des déclarations de nos patients, on ne peut pas, en fait, faire l'économie de ça. Alors, j'ai la même expérience clinique. J'ai une expérience clinique extrêmement immense et les gens ne viennent pas pour ça. Mais au hasard du truc, il se trouve qu'il y a des révélations. Ah ben, il s'est passé ça avec sa sœur, il s'est passé ça avec son cousin, il s'est passé ça avec etc. Et ou avec l'instituteur, ou avec etc. Ou en colonie de vacances. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose là, du tabou euh, euh, absolu qui existe dans nos sociétés. Alors même si la parole semble se libérer, mais je dirais bien semble, parce que par ailleurs, il y a une idéologie extrêmement délétère qui est de cet ordre-là et qui arrive, et qui est en cours, et qui est en marche, l'idéologie des droits sexuels et de la sexualisation de l'enfant. Et en fait, je pense que ce terrain-là, pervers, est un terrain extrêmement propice, et tant qu'il ne sera pas résolu, est un terrain extrêmement propice à une soumission globale psychique puisqu'elle a déjà été obtenue. C'est ça, Voilà. ce qui est intéressant, Même si c'est un événement. c'est que dans cette tentative de décryptage du totalitarisme que nous voyons à l'œuvre, dès le départ, pour décoder les mécanismes, tu as parlé d'effondrement moral, de piliers sociaux qui n'étaient plus là, la maison s'effondre. Et pour recontextualiser, évidemment, l'hypersexualisation est à l'œuvre. Évidemment, nous sommes même dirigés par des personnalités politiques ou médiatiques qui sont de plus en plus mises en cause hein, dans des abus de biens sociaux, des abus de pouvoir et aussi d'autres abus type viol sont mis en cause, tels que les mêmes Darmanin, donc notre ministre de l'Intérieur, c'est extrêmement éloquent. Pour recontextualiser aussi l'ambition, par exemple, de certaines personnes qui dirigent l'OMS, dont Bill Gates, hein, qui le finance à grande œuvre, donc qui est l'une des personnes qui a permis la mise en œuvre de ce large mouvement mondial. Il y a l'envie d'euthanasier la mort, hein, c'est-à-dire de faire de nous des hommes augmentés. Il y aurait aussi l'envie d'obscurcir le soleil. Le projet, c'est même plus qu'une envie, c'est un projet. Donc, est-ce qu'on peut revenir plus précisément à l'effondrement moral que l'on voit à l'œuvre, en plus que ce dont tu décryptais, l'émission qui a été faite jusque dans nos maisons, à qui on pourrait faire un bisou, à qui on ne pourrait pas faire un bisou, la nécessité d'accoucher masqué. Donc là, quand tu parles d'élan de vie qui est extrêmement perverti, en effet, on est dans une maltraitance morale, symbolique et réelle à l'œuvre. Est-ce qu'on peut revenir plus précisément sur ça, sur l'effondrement moral de la société qui est faite, c'est ce que tu avais dit lors de notre échange sur l'interview écrite à sortir, d'hybris et de démesure. On est dans une démesure totale, il faut appeler un chat un chat. Oui, tout à fait. La paranoïa, c'est la pathologie de la démesure. C'est-à-dire, c'est toujours le paranoïaque se prend pour Dieu, il est tout. Il est homme et femme à la fois, il est dans la toute-puissance, il est Dieu, etc. Et donc, il y a effectivement cette hubris dont parlaient les Grecs anciens, hein, c'est-à-dire la question de la démesure, alors que la sagesse, c'est le rien de trop. Hein, c'est le Méden Agan, c'est le rien de trop en toute chose. Et on voit bien que cette démesure, elle ne concerne pas seulement ce qui est arrivé en termes de gestion politico-sanitaire, elle concerne vraiment tous les champs de nos vies, de la destruction sur le vivant, des ambitions, effectivement d'augmentation de l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire un homme augmenté, sachant qu'en fait, précisément, je dirais,
ce qui humanise, et c'était le psychanalyste Jung qui disait que finalement nul n'est guéri s'il n'a l'idée de Dieu, ce qui humanise l'idée de Dieu, c'est-à-dire l'idée d'un infini, d'un amour infini qui est, euh, et finalement nous dépasse totalement. Et en fait, ce qui humanise, c'est précisément revenir étymologiquement l'humus, la terre, c'est-à-dire à se désaugmenter en fait, à revenir dans une posture extrêmement humble. C'est d'ailleurs la même étymologie. Et on voit bien que là, on est dans de la toute-puissance qui est sans limite, c'est-à-dire sans limite sur les projets sur la Terre, sur tous ces milliers de satellites autour de la Terre, on n'évalue pas les conséquences. C'est des projets qui n'ont plus de limites et qui sont, oui, qui sont dans cette toute-puissance-là. Et je crois très important de revenir aux limites. Et encore une fois, qu'est-ce qui nous limite? C'est notre rapport au réel. Mais à partir du moment où on a les moyens financiers de sa folie, le rapport au réel, il est perdu, tout simplement. Et ça entraîne tout le monde là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un rapport au réel et à l'humain dans son champ de souffrance aussi qui est complètement perdu. Euh, donc on a la question des chimères, de mixer l'homme avec l'animal, de créer des pulses voilà, dans le cerveau humain. On parle des lois bioéthiques qui permettent à la fois ce que toi tu nommes un infanticide, puisqu'on n'est plus dans l'avortement chez les enfants. Moi, Et tu parles des lois qui permettraient de mixer le génome humain et animal. tout à fait. Donc on voit bien qu'il n'y a plus de rapport à notre réalité, qui est que la vie humaine, elle est aussi constituée de maladie, elle est constituée de souffrance, et elle est constituée de la mort aussi à un moment donné comme quelque chose qui est une étape qui vient nous interpeller sur qu'est-ce qu'on aura fait de nos vies. Parce que si à un moment donné on est dans cette recherche d'immortalité matérielle, on ne va plus donner de valeur à la vie humaine, puisqu'en fait la valeur de la vie humaine, elle est liée à sa finitude. Elle est liée à un moment donné, ce qui la rend si fragile aussi. Et donc, c'est une histoire d'équilibre, encore une fois, et que fait-on de la souffrance humaine? Comment y répond-on? Et on voit bien que toutes ces questions sont totalement évacuées dans quelque chose qui est, encore une fois, sans plus aucune mesure ni limite, et dépasse le champ du monstrueux que nous sommes capables de créer. Et je crois que le monstrueux, il vient dans la démesure. Face à cela, comment fait-on? Puisqu'on a l'une comme l'autre dit différemment, parfois l'impression très souvent cette dernière année d'être dirigée par des gens qui seraient un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Hein. La planète sera un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Tout ceci nous choque profondément, à la fois comme femme, comme psychologue, comme citoyenne. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme voie alternative à l'heure actuelle face à ce qui a été mis en œuvre, à cette sidération dont il est important de sortir et ces mécanismes de déni? Qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? Alors, moi, je vais donner mon point de vue. Encore une fois, je suis porte-parole de personne, mais je revendique le droit à avoir mon point de vue. Que les gens ont le droit de contester, de s'approprier partiellement, Le ça leur appartient. propre de la démocratie, hein, de pouvoir échanger et partager des points de vue. Merci d'être là pour nous partager le tien. Alors, mon point de vue, c'est que nous assistons depuis longtemps, hein, c'est-à-dire qu'on en a eu c'était comme un révélateur l'année dernière. C'est quelque chose sur lequel les rares gens qui travaillent avec moi sur ces questions de manipulation de masse, de mécanismes totalitaires, nous avions tout à fait vu le vent venir, hein, vu le vent tourner, et ça fait très longtemps, parce qu'il ne faut jamais oublier que si nous ne sommes pas vigilants, le pouvoir aura tendance à l'expansion et à la transgression. Donc, ça fait très très longtemps. Beaucoup dans leur champ de compétences ont aussi dénoncé des dérives perverses
qui vont encore une fois faire le lit, autoriser à un moment donné, puisque tous les liens vont être déstructurés, et vont autoriser la transgression paranoïaque. Donc, de mon point de vue, les civilisations obéissent, comme les individus sur Terre et comme tout ce qui existe sur Terre, à une naissance, une croissance, une maturité, une décadence et une mort. Et alors, il y a eu de plus ou moins grandes civilisations, mais pour moi, c'est un processus inéluctable. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans une phase d'effondrement qui part de l'effondrement moral, bien sûr, et bien sûr, en tout cas, on peut le voir comme ça, et qui va opérer selon une stratégie de destruction, comme on peut le voir dans la nature, hein, quelque part, quand il va y avoir une stratégie de destruction des déchets, etc. Et cet effondrement, de mon point de vue, va être très long, peut être très long, en tout cas. Est-ce qu'on doit le précipiter? Je ne le pense pas. Sur le plan moral, je pense qu'on n'a pas on a un devoir moral, au contraire, d'essayer de faire en sorte que la paranoïa ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, donc d'essayer de conserver le bébé. Qu'est-ce que c'est le bébé? C'est ce que nous ont transmis nos ancêtres, les savoirs, les connaissances, les valeurs, et d'essayer dans la mesure du possible, de conserver, d'archiver, de sauver, voilà, de cette destruction massive qui arrive. Donc, je ne pense pas, comme quand une maison s'écroule, qu'on va pouvoir retenir les murs de la maison. Je pense qu'on peut essayer de sauver des choses dans la maison. Et ça, je pense que c'est même totalement nécessaire et totalement vital, que ce soit des œuvres culturelles, des œuvres artistiques, tout ce que font des agriculteurs, de sauver des anciennes semences à un moment où on est en train de détruire complètement toute la biodiversité. Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses me paraît extrêmement fondamental. Est-ce qu'on doit se mettre en opposition? Quelle est la différence entre l'opposition et la résistance? Ça me paraît très important. D'ailleurs, on m'a posé la question ce matin. L'opposition, c'est se mettre contre la folie paranoïaque. C'est-à-dire, on se met en face et on mène un rapport de force. Ceci me paraît, alors, plusieurs choses. En général, ces oppositions, soit elles sont contrôlées, c'est-à-dire elles sont créées par le pouvoir paranoïaque lui-même, en fait, pour attirer un certain nombre de personnes. D'autre part, c'est une stratégie contre, donc, qui, à mon avis, ne fait pas vraiment analyse des rapports de force en puissance, donc est visée à être dégommée. Et en général, c'est une opposition qui se radicalise, c'est-à-dire qui va fonctionner en miroir avec le système totalitaire et finalement qui va être tout aussi dangereuse. C'est-à-dire que par effet miroir, il y aurait une cristallisation, une montée de la violence. Hein, tout à fait, exactement. C'est-à-dire une montée de la violence par effet miroir et une montée des utopies. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un totalitarisme d'utopie, hein, c'est-à-dire du monde idéal, voilà, du nouveau monde. Enfin, moi, je rappelle que l'expression nouveau monde, et j'ai besoin de le rappeler en permanence, puisque c'est les anciennes terres indiennes, nouveau monde et nouvelle terre, c'est les expressions qu'a utilisées Christophe Colomb au moment du génocide des Indiens. Donc, à quoi connecte-t-on les gens à ce moment-là? Je ne pas très important de le rappeler. Parler d'un autre monde, mais le souhait du nouveau monde me paraît, voilà, ça me paraît dangereux. Donc, souvent, il y a une dangerosité. Et finalement, c'est pas vraiment ce que craint le pouvoir totalitaire. Ce que craint le pouvoir totalitaire, Hannah Arendt l'avait dit, c'est ce que je vais appeler la stratégie du grain de sable, la tactique plus exactement du grain de sable, c'est-à-dire l'initiative individuelle, créatrice, inattendue, imprévue par le pouvoir. Ça, c'est quelque chose. D'autre part, j'ai oublié de préciser, dans la première opposition, en général, ça fonctionne en miroir, donc il y a des chefs, il y a des mouvements pyramidaux, et tout ça se fait très facilement infiltrer si ça ne l'est pas dès le départ. Hein, donc c'est très fragile, en fait, comme opposition au système totalitaire. Et d'autre part, je crois que la réponse de la violence à la violence par la violence
Eh bien, nous ne sommes toujours pas sortis de cette phase incestuelle dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire dont on sort avec le DIP qui va poser 4 interdits fondamentaux. L'interdit du meurtre et ses dérivés, hein, calomnier quelqu'un, c'est un dérivé du meurtre, sur le plan social, l'interdit de l'inceste et ses dérivés également, c'est-à-dire on ne sexualise pas les enfants, par exemple, la différence des générations, qui va poser un avant et un après, c'est-à-dire que l'enfant il sort de l'auto-engendrement. Paranoïa, c'est je m'auto-engendre. Avant, il n'y avait rien, je fais table rase, je suis l'homme nouveau, je suis le nouveau monde, je suis le nouveau système, et je jette tout ce qu'il y avait avant. Et donc ça, c'est l'auto-engendrement, ce qu'on appelle l'auto-engendrement dans la paranoïa. Alors que la différence des générations, c'est intégrer que finalement, il y avait un avant-soi. Et cet avant-soi, il va nous transmettre des choses. Il connaît plus de choses pour l'instant que nous. Et peut-être que c'est parce que justement l'éducation a été conservatrice. Et Hannah Arendt parlait d'éducation, de nécessité d'une éducation conservatrice pour que l'enfant puisse faire advenir ensuite du nouveau. Hein. Donc tout ça, c'est quand même important. C'était loin d'être une imbécile. Et beaucoup aujourd'hui qui la citent devraient la relever. Et Merci le pour le quatrième, rappel des 4 interdits. Enfin, il manque le quatrième, je crois, parce que ouais, le quatrième, c'est structurant, on voit qu'on n'est absolument pas dedans. Hein. Pour ceux qui doutaient encore du totalitarisme, le quatrième, c'est la effondrement. différence. Le quatrième, c'est la différence de sexe, c'est-à-dire principe de réalité. Je suis limitée. C'est Freud, hein, parce que tous les gens maintenant qui nous revendiquent la sexualisation des enfants citent Freud sans l'avoir lu, mais c'est quand même Freud qui dit bien que le paranoïaque se prend pour homme et femme à la fois. Et il y a une castration nécessaire pour acquérir l'altérité. L'altérité, c'est quoi? C'est je ne suis pas autosuffisant. Je ne suis pas tout. Je suis limitée et il y a un autre qui existe et qui est radicalement autre que moi. Et il va falloir, et qui est même peut-être complémentaire sur certains aspects, et il va falloir que je fasse un chemin pour intégrer cette altérité. Chemin que d'ailleurs on devrait faire au niveau de notre rapport au virus. Hein, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est si étranger à nous, qu'est-ce que c'est que cet étranger à nous, etc. C'est-à-dire que la pensée de la xénophobie, elle peut exister dans plein de domaines. Hein. C'est-à-dire que la pensée xénophobe, c'est je refuse que l'étranger ait quelque chose à voir avec moi. Et dans l'altérité, c'est le contraire. C'est l'étranger a quelque chose d'universel qui a à voir avec moi. Voilà. Et du coup, de penser les choses comme ça, effectivement, ça humanise considérablement. Donc tout ça, ce sont des remparts. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, à son niveau, moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de modèle type, c'est-à-dire que précisément, ce qui fait résistance au totalitarisme, qui est la négation absolue de la liberté, comme le disait Hannah Arendt, c'est la revendication de la liberté. Mais la liberté, c'est quoi? C'est d'abord la liberté de l'esprit, c'est la vie de l'esprit. C'est-à-dire qu'on peut faire une revendication de liberté en étant en prison, parce que c'est finalement ne pas abdiquer ni moralement, ni émotionnellement, ni spirituellement à, à, ce, à ce qui fait notre conception et notre valorisation de l'humanité. Donc, ça peut se faire de plein de façons possibles, mais il est clair que cette stratégie en tout cas, l'opposition frontale ne donne pas de résultat. Le cumul de plein de petits grains de sable qui ne se sont pas concertés entre eux, qui sont sur des petites actions locales, ça fait trembler le système totalitaire. Parce qu'il ne peut pas contrôler. Parce que c'est quelque chose qui est imprévu, qui n'a pas. Et c'est d'ailleurs ce qui, à mon avis, fonde l'ambition totalement déraisonnable, et encore une fois vouée à l'échec, parce qu'on ne peut pas contrôler le vivant. Il y a un paradigme de base, c'est comme éradiquer le virus, contrôler le vivant, bon courage. Hein, au bout d'un moment, vous pouvez mettre des digues et des digues et des digues sur de l'eau, à un moment donné, elle passera quand même. Ça rentre Et c'est là pas, ni qu'il y dans a les un,
ni dans les algorithmes. Et d'ailleurs, à ce sujet, ça m'évoque et je trouve ça très parlant et drôle, puisque tu parles de créativité, en fait, d'appel du vivant, de tout ce qui fait de nous ontologiquement, c'est-à-dire dans le sens des êtres humains et humbles. Hein, tu parlais du mus tout à l'heure. Euh, en ce qui concerne le traçage de la population, j'ai vu qu'il y a tout un mouvement en Angleterre de gens qui se maquillent et qui, dès lors, ne sont pas reconnaissables avec. Donc, c'est très intéressant. Il y aura toujours, en fait, de la créativité et de l'art, peut-être pour nous permettre de sauver notre peau, de nous réapproprier ce qui est bon et juste et de sortir de ce modèle qui, littéralement, écrase les êtres humains en faisant des numéros, des algorithmes, des statistiques qui, en plus, ne sont pas viables. Donc, tu parles de créativité, en fait, depuis tout à l'heure, de tout ce qui fait. Individuelle et elle peut être à tous les niveaux, encore une fois, et ça doit être selon son tempérament. Je crois qu'il faut se respecter dans sa nature et son tempérament et ce qui parle à soi-même. Hein. Bon, il est bien évident aussi que face au contrôle, tout ce qui va être famille, c'est très important également. De pouvoir songer ou travailler comme le font beaucoup depuis des années de façon silencieuse à conquérir euh, des formes d'autonomie me paraît nécessaire. Mais il y a plein de formes d'initiatives. C'est un champ infini. C'est un champ infini. Mais très pragmatiquement, en effet, cette souveraineté, elle passe évidemment par une souveraineté à court, à moyen, à long terme, alimentaire, énergétique. C'est ce vers quoi, bien sûr, pouvoir Il y casser a aussi que la selon nos valeurs, ça passe inévitablement par là. Mais en effet, comme tu sembles le décrypter, le champ est extrêmement large et il ne se vit pas que alimentairement et énergétiquement, il se vit aussi sur ce qui fait sens en tant qu'être humain. Et oui, après, il y a la réponse, on va dire, c'est une réponse justement autonome et responsable, c'est-à-dire de quoi voulons-nous répondre pour nos enfants, qu'est-ce qui fait le plus sens pour nous, parce qu'à un moment donné, il faut choisir aussi, il y a des choses dont on doit choisir, qu'est-ce qui est le plus juste pour nous, et aussi qu'est-ce qui fait le plus sens, et de quoi suis-je capable? C'est-à-dire, je pense que c'est très important aussi de ne pas, encore une fois, se faire tyranniser par des idéaux inatteignable. La politique des petits pas au quotidien est quelque chose de très important, de passer dans de l'action est très important, mais encore une fois, dans de l'action sans attendre, de façon soumise, des chefs, des leaders qui de toute façon ne font que reproduire vraisemblablement dans le contexte totalitaire des procédés totalitaires. Et donc, méfions-nous aussi des endoctrinements sectaires. Il y en a beaucoup en ce moment sur Internet dans la dite résistance. Voilà, il y a aussi autre chose qui me paraît très important, c'est aussi le faire témoignage. Je crois que le système totalitaire, il abrase l'intime. Bien sûr, c'est ce qu'il souhaite supprimer. Et c'est le grand philosophe du droit, hein, Hegel, qui nous avait bien parlé que la vie de l'esprit, elle est dans l'intime. Donc l'intime, c'est très important, c'est ce que veut s'approprier la paranoïa, c'est l'intime, c'est-à-dire abraser la totale différence entre soi et l'autre. Qu'est-ce qui fait différence entre nous? C'est que nous avons des vécus intimes différents. Donc, faire témoignage, c'est parler de son expérience intime dans le champ totalitaire, c'est-à-dire remettre l'humain au cœur de l'expérience totalitaire. Et même s'il y a des choses qui ne servent pas aujourd'hui, elles pourront servir plus tard. Hein, je parlais de Victor Klemperer. Et encore une fois, si nous sommes des êtres d'esprit, nous ne sommes plus sur une aspiration d'éternité spirituelle que d'immortalité matérielle. Hein, nous avons bien compris que notre corps il est voué à un moment donné à disparaître et c'est ce qui fait la finitude de notre expérience sur Terre. Mais cette histoire du témoignage, donc Victor Klemperer, par exemple, il a témoigné, mais personne ne l'a lu pendant le nazisme. C'est quelque chose qui est paru après. Solzhenitsyn, c'est pareil. Et donc, il dit même Solzhenitsyn qu'à un moment donné, il ne voulait pas publier pour préserver encore les vivants. Mais bon, à un moment donné, ils lui ont pris ses cahiers politiques, etc. Donc, il a été obligé de publier.
Mais il y a, ce ne sont pas des expériences vaines. Au contraire, tout ce qui est vie de l'esprit, vie de l'art, vie intellectuelle, c'est même assez fondamental euh, face à la réduction que veut faire le système totalitaire dont il nous a bien montré de quoi il s'agit. C'est une réduction à des besoins physiologiques et à un corps sans esprit. Voilà. La culture, donc, pour sauver notre peau face à ces mécanismes extrêmement pervers de marchandisation du vivant, hein, puisqu'on est en fait dans la loi du tout argent. Et On est dans la régression effectivement sur le trafic d'êtres humains. Et je ne comprends pas. Donc moi, je suis née dans une culture de gauche. J'ai envie de dire que je crois que le politique de la gauche a complètement trahi le peuple sur la question de la marchandisation des corps. Et on le voit très bien dans la défense des droits sexuels et reproductifs. C'est quoi derrière? C'est la vente achat de bébés, c'est la location des ventres des femmes pauvres, donc la négation totale de la subjectivité du bébé, d'une mère, de la fratrie de l'enfant à qui il va être arraché, etc. Tout ceci n'a rien on nous vend toujours de l'émancipation là où c'est une régression à un patriarcat des plus sauvages. Je ne suis personnellement pas contre le patriarcat, dans la mesure où il y a des matriarcats, il y a des patriarcats. La question, ce n'est pas le matriarcat ou le patriarcat. La question, c'est comment il est exercé. J'ai envie de dire très clairement, donc j'avais intitulé mon livre de l'imposture sur les droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial, titre qui m'a été abondamment reproché. Mais c'est clair, c'est-à-dire c'est bien parce qu'il y a une idéologie perverse qui remonte à un psychopathe violeur d'enfants et qui est maintenant diffusée, y compris dans les universités. Et tout ce petit groupe a bien monté son truc et se retrouve effectivement promu par l'OMS. Il est clair que ça, c'est le champ, c'est le boulevard, c'est le moyen, encore une fois, du pervers pour asseoir le pouvoir du paranoïaque. Le pervers, il jouit toujours, il est toujours dans la jouissance, et son intérêt premier des logiques et des systèmes totalitaires, c'est de jouir. Et on voit d'ailleurs l'effet quand c'est l'effet chez Fayon autorisé, quoi. C'est-à-dire le petit abus de pouvoir qui va être autorisé et permis, et donc le sadisme du quotidien. Et la civilisation telle qu'elle est en destructivité, effectivement, d'une civilisation où maintenant on peut vendre et acheter des bébés, est une civilisation où on peut louer le ventre des femmes. Et tout ceci n'est pas du tout progressiste et d'une civilisation où on nous explique qu'on peut sexualiser l'enfant et lui enseigner la masturbation et tout ceci entre 0 et 4 ans. Je n'invente rien, c'est dans les standards, rien que le terme standardisé, standard pour l'éducation sexuelle en Europe. Éducation sexuelle, terme qui est repris soi-disant pour dire qu'on va protéger les enfants des abus sexuels. À partir du moment, encore une fois, on éduque à la sexualité, on ne protège plus du tout. Et donc, tout ceci est extrêmement transgressif et pervers. Et on voit bien qu'il y a un effondrement moral intellectuel aussi, puisque les, les intellectuels qui devraient, pour beaucoup, se retrouver dans une critique de tout ça, sont aussi pris dans leur propre compromission. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, qui est un symptôme. Voilà. Commission qu'on a vu à l'œuvre, puisque c'est quasiment à mes yeux, une tentative de corruption. Chaque détection de cas Covid, de cas contact de cas Covid est facturée 55 € pour chaque médecin. Donc c'est extrêmement pernicieux, mais en effet, de façon interstitielle, cette corruption a été mise en œuvre et il nous faut être d'autant plus vigilants, d'autant plus, oui. C'est pour ça que tu es là d'ailleurs et que ce dont tu parles, cette phase inévitable qui est de faire témoignage, comme l'a fait Primo Levi pour partager son expérience des camps, et ce qui fait humanité en fait, hein, laisser sa pierre de ce qui paraît impensable, innommable, et comme dit Camus, d'ailleurs, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde et d'y mettre du sens par des mots qui soient des mots corrects pour pouvoir mettre en œuvre cette pensée qui, comme on disait, a été sidérée.
et remettre des éléments de réel, ce que tu fais depuis tout à l'heure, et je trouve ça très courageux. J'espère que ce ne sera pas trop ardu pour nos auditeurs qui n'ont pas un background, un parcours de psychologue, mais en tout cas, je trouve ça extrêmement, extrêmement aidant, fin, profond, multifacette. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager avec nous autour de Euh, cet entretien, oui, s'il te peut-être une petite conclusion. Euh, L'effondrement moral, il vient d'un renoncement à la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice sans vérité. Il n'y a pas d'intégrité sans recherche de la vérité. Et si l'on reprend ce qui se passe sur cette crise, il y a un travail à faire qu'ont fait certaines personnes qui se sont mises en danger, qui ont parlé, etc., mais de questions de vérité. Il y a une confusion très claire dans cette crise, par exemple en termes de vérité, entre ce qu'on appelle les sciences spéculatives et les sciences opératives. Alors là encore, hein, c'est des vieux termes qui remontent à l'Antiquité, mais qui ont du sens. Une science spéculative, c'est une science qui est purement intellectuelle. Par exemple, les mathématiques. Les mathématiques, ça donne un certain degré de certitude parce que, bon, si on respecte des règles, hein, encore une fois, et c'est pareil en logique philosophique, des règles de raisonnement logique, on arrive à un certain résultat. Maintenant, nous sommes des êtres d'expérience. Donc, il se peut que dans notre réel, ce qui fait une vérité intellectuelle, en réalité, dans notre réel, ça se choque avec quelque chose qui va engendrer de la souffrance ou qui ne va pas être opérant. Et c'est pour ça qu'on appelle des sciences opératives, c'est-à-dire qu'elles ont une prise avec le réel, comme la médecine. C'est-à-dire que la médecine, pourquoi c'est un art? Oui. Pas au sens de faire des peintures, je vais à un moment donné, c'est un art. Ça intègre la dimension de l'expérience. C'est-à-dire qu'un médecin expérimenté, il a plus d'expérience qu'un jeune médecin. Et ceci, personne ne le remplacera. Ce rapport à l'expérience. Et c'est dans l'expérience qu'on va plus ou moins affiner les théories. Donc ça fait une très grande différence. Et il y a ici quelque chose qui a été une confusion dès le départ de l'épidémiologie qui s'est prise pour une science spéculative. C'est-à-dire, elle a cru qu'elle pouvait faire comme les mathématiques, faire du déterminisme sur du vivant, pronostiquer des centaines de milliers de morts sur le vivant, en éliminant finalement la nécessité de la science opérative. Qu'est-ce que c'est la science opérative de la médecine? C'est je teste, pas au sens de faire des tests, je teste un remède et je vois si ça marche. Et parfois, le même remède sur une même maladie, sur des malades différents, n'a pas le même effet. Alors, Alors, c'est les grands principes de la médecine, hein, le remède de l'un, c'est le poison de l'autre. Donc, il y a cette dimension de subjectivité à laquelle tu nous invites, bien sûr, alors, dans la science aussi. il y a quelque chose de démesuré de croire que nous allons maîtriser encore une fois, tous ces paramètres. Peut-être que, voilà, si ça ne marche pas, on ne sait pas l'expliquer. On ne sait pas l'expliquer parce qu'il manque plein de paramètres. Mais il y a quelque chose de démesuré de croire que nous allons un jour pouvoir maîtriser tous les paramètres du vivant et sans avoir recours à l'expérience. Voilà. Et c'est cette abolition du recours à l'expérience dès le départ, dans les premiers principes de la prétention de certains, parce que pas tous, certains épidémiologistes qui ont bien sûr ont à minima obtenu une oreille complaisante de l'opportunisme politique, bien sûr, mais il y a une confusion totale et quelque chose de très dangereux de se prendre pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire d'évacuer le champ de l'expérience et aussi le champ du réel, tout simplement. Voilà. Merveilleux, c'est beau de finir, je trouve, bien sûr, cette compréhension de la crise. Qu'est-ce que veut dire d'ailleurs crise en grec? Tu pourrais nous le dire peut-être pour aller un tout petit peu plus encore en avant, mais cette compréhension de la crise sur, en effet, l'instrumentalisation du savoir, de ce qu'on appelle science, sans vraiment comprendre ce qu'est la science. Donc, merci de nous offrir cet éclairage aussi, enfin, et peut-être
pour finir, mieux comprendre ce qu'est une crise, puisque nous traversons une crise. Donc, quel serait le mot de la fin autour de ça? Puis, ça vient du grec ancien philon, qui veut dire discerner. C'est un moment du discernement. D'ailleurs, c'est l'étymologie du mot discriminer, hein, qui aujourd'hui, qu'on n'a plus le droit d'employer parce qu'il est confondu avec le terme stigmatisé. Alors, discriminer est absolument essentiel. Discriminer, ça veut dire on va essayer de discerner ce qui se passe et justement de sortir de la confusion, de dire bon ben voilà, ça c'est blanc, ça c'est bleu, ça c'est jaune, etc., etc. Un enfant n'est pas un adulte. Et aujourd'hui, il y a une confusion entre, qui est d'ailleurs très totalitaire, entre l'égalité de droit qui nous est complètement supprimée et l'égalité de fait. C'est-à-dire, on va faire comme si tout le monde était pareil. Et le fait de faire comme si tout le monde était pareil, c'est un profond manque de discrimination, pour le coup, au sens de distinguer, euh, discerner. Et traiter un enfant comme un adulte, c'est une maltraitance. Traiter une personne vulnérable comme une personne qui ne l'est pas, c'est une maltraitance. Hein. Et cette confusion, elle est aussi liée à ce fondement moral qui est d'abord, encore une fois, euh, un renoncement à une exigence de vérité. Mmh. 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 C'est très inspirant et éclairant, je trouve, tout ce que tu as pris le temps de nous partager depuis la Colombie. Je suis en France et toi à l'autre bout de la planète. C'est quand même touchant aussi. C'est un des aspects positifs de la technique, hein, de l'évolution de la technique. On peut partager le savoir à des milliers de kilomètres l'une et l'autre et échanger un petit peu plus en effet de discernement dans cette confusion que nous voyons à l'heure actuelle. J'espère vraiment que ce que tu as mis le temps de discerner au travers des cris et là de cette interview va permettre d'éclairer un petit peu mieux les enjeux et puis les positionnements des humains qui l'écouteront. Et puis par ricochet, peut-être qu'il y aura du partage et des prises de conscience qui seront fécondes pour nourrir la liberté intérieure, parce que tu as parlé beaucoup de ça aussi, in fine. Mm. Autre Oui, chose? oui, oui. On peut parler très longtemps, hein, mais je crois qu'il y a des choses qui peuvent aider et des choses qui sont toxiques. Alors, le harcèlement, il se fonde toujours par un média. C'est-à-dire il y a un moyen par lequel on peut harceler les gens. Et en l'occurrence, je crois que les médias sont vecteurs aujourd'hui de quelque chose de très anxiogène. Il est important, s'il est important bien sûr de se tenir informé, il est important aussi de ne pas se laisser trop intoxiquer et de pouvoir revenir à son champ d'expérience de façon locale. Qui suis-je? Que puis-je faire? Quelle est ma puissance en fait? Ma capacité de création? Et non pas mon impuissance, c'est quelque chose que je vis comme monstrueux et sur lequel, effectivement, si on a pour ambition d'empêcher l'effondrement de civilisation ou si on a pour ambition de renverser le système totalitaire, c'est à l'échec hein, aujourd'hui, hein, je veux dire en tout cas tout seul. Donc, revenir à soi et être conscient que le, la liberté intérieure, elle se nourrit dans l'intime, elle se développe dans l'intime et elle peut se renforcer par des lectures, par finalement un autre rapport au temps que le temps totalitaire. Le temps totalitaire, c'est celui qui abrase le temps. Et de ce point de vue, les nouvelles technologies ont eu un effet tout à fait démultiplicateur, c'est-à-dire que le temps de l'intime, c'est le temps de la contemplation, où on est seul avec soi-même, où on prend le temps soit de réfléchir, soit de lire, soit de faire une activité musicale, soit ce que vous voulez, une peinture, ce que vous voulez, mais qui vous réinscrit ou qui nous réinscrit dans le temps du quotidien. Ça peut être faire son potager, ça va prendre du temps, parce que entre le moment où vous avez mis la petite graine, le moment où elle sort, et après, etc., c'est retrouver un rapport humain au temps. Ça me paraît extrêmement important. Et les stoïciens parlaient bien de la nécessité. Alors moi, je suis pas du tout favorable
à tous les discours qui visent à vous dire ça va aller bien, vous inquiétez pas, pensée positive, etc. Moi, je pense qu'il est plus important de travailler à se renforcer quotidiennement, comme le ferait effectivement un guerrier qui est pris dans un état de siège, parce que nous sommes pris dans un état de siège, face à une folie qui dépasse même ceux qui l'ont mise en place. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour résister, faire résistance, c'est-à-dire, encore une fois, faire valoir nos valeurs d'humain, notre liberté humaine, notre création humaine, ça va nécessiter un renfort. Et se renforcer, c'est se renforcer sur à minima les 4 plans qui nous constituent, c'est-à-dire le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel. Et ça, c'est lié à chacun, c'est-à-dire physiquement, il y en a qui vont dire bah, moi je fais du yoga, je fais de la respiration, ça me calme, je retrouve mon bien-être intérieur, etc. Les stoïciens insistaient beaucoup sur le fait de se calmer émotionnellement. C'est-à-dire quand on voit une tempête émotionnelle, il faut être en capacité de l'identifier et essayer de calmer ces mouvements-là, parce qu'encore une fois, ça ne peut pas être l'émotion qui guide notre véhicule. Ça doit être vraiment quelque chose avec lequel on est en accord. Et des fois, émotionnellement, par exemple, une énorme colère, ça explose et en fait, après, on la regrette. Et je crois que tout ce travail aussi de réussir à mettre à distance des émotions quand elles deviennent trop importantes, pouvoir avoir une liste de choses pour ne pas se laisser engloutir dans l'impuissance, de choses à faire, dans l'impuissance ou dans l'angoisse, identifier ça assez rapidement. Ce sont des petits pas, mais c'est bien le cumul de petits pas qui va donner des résultats. Et si on se met un idéal tyrannique de grande ambition, on n'y arrivera jamais. Et en même temps, où est-ce qu'on doit arriver? Parce qu'on va arriver où est-ce qu'on doit arriver, de mon point de vue. Donc, on n'empêchera pas cet effondrement, mais on doit arriver à rester le plus en accord possible, à préserver au maximum sa santé mentale et le plus en accord possible avec ses valeurs de défense du vivant et de l'être humain en tant qu'il est un être vivant, c'est-à-dire aussi ressentant, euh, avec des aspirations et des désirs. Hein. Et finalement, aujourd'hui, on a une confusion entre le besoin et le désir. Le désir, étymologiquement, c'est le fait de regarder les étoiles. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec le besoin pulsionnel. C'est quelque chose de l'ordre de la haute aspiration. Et je crois que tout ça, c'est très important de le penser en tant que renfort. Comment je me renforce quotidiennement. Parce que je ne crois pas que ça va aller mieux. Donc, ce qui va aller mieux, c'est nous, la capacité à devenir de plus en plus, justement, résistants au sens propre. Merci. Oui, oui, oui. Face à cet état de siège que tu décrivais qui est nécessaire, comment réentrer en lien avec ce qui fait de nous des êtres essentiels et ce qui nous compose dans cette essence d'être humain. Ouais. Bon, quel trajet hein, de ton parcours d'enfance qui t'a permis de décrypter la manipulation à ce que tu partages avec nous aujourd'hui et ce qui fait essence. C'est en effet délicat parce qu'il peut être reproché aux gens qui regardent l'ombre de devenir des êtres ténébreux. Or, pas du tout. Ce à quoi tu nous appelles, c'est une transformation intérieure. Il n'y a rien de négatif dans ce que tu partages. Oui, et de là où on est avec les moyens qu'on a. Mmh. Là où on est avec les moyens qu'on a. Bon, autre chose? C'est pas mal. Écoute, merci énormément. J'espère que nous aurons l'occasion à nouveau d'échanger via caméra interposée à des milliers de kilomètres. Et puis, donc, à préciser, normalement, un échange devrait paraître dans le Nexus à venir sur justement les processus en œuvre et la façon dont on peut y faire réentrer du vivant. Mm, mm, mm. Merci, merci Ariane, merci beaucoup. Merci Caroline, merci aux auditeurs, aux téléspectateurs, je sais pas comment on dit.